Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette deuxième rétro-critique consacrée à la saga James Bond, et donc on va parler du deuxième film sorti en 1963, From Russia with Love. Donc Bon baiser de Russie pour son titre français, est toujours réalisé par Terence Young, le réalisateur de Dr No, et il y a toujours Sean Connery dans le rôle de James Bond. Écoutez, j'ai trouvé ce film bien meilleur que le précédent, pour plusieurs raisons, mais majoritairement parce qu'il est un poil plus alambiqué, là où le précédent était très simple. Donc voilà, le film m'a vraiment tenu en haleine tout le long, avec des vrais moments de suspense et de tension, mais voilà, je vais rentrer plus en détail, mais d'abord, de quoi ça parle Bon baiser de Russie. Alors l'histoire n'est pas évidente à résumer, car elle tourne autour du Spectre, donc l'organisation pour laquelle travaillait Dr No dans le précédent opus, et qui est dirigée par Blofeld. Alors Blofeld, un personnage assez emblématique, parce qu'on ne le voit jamais, on ne voit que sa main et son chat. Voilà, donc tout de suite ça saute aux yeux, on voit les références futures qui vont être faites à Blofeld, comme Gang dans Inspecteur Gadget, le grand méchant, qu'on ne voit uniquement que par sa main et son chat, et qui dirige tout un peu d'une espèce de tour d'ivoire, en mode le super vilain de la super organisation. Donc c'est exactement ça, on se rend compte de l'impact que les James Bond, on se dit que voilà, un méchant de série animée des années 80 ou 90 est directement inspiré des James Bond des années 60. Donc voilà, c'est déjà, on se dit putain, James Bond, et bah c'est pas du chiquet, hein. Mais bref, le Spectre, cette organisation super vilaine, essaye de mettre la main sur le Lektor, qui est un espèce de décodeur des communications russes, parce qu'on est en pleine guerre froide, donc il y a donc les deux camps, l'URSS et plus ou moins le bloc, on va dire, occidental, avec la Grande-Bretagne. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tendre un piège aux deux camps pour obtenir ce Lektor. Ils vont se faire passer pour l'URSS et utiliser une agent gouvernementale qui s'appelle Tatiana, pour qu'elle fasse semblant d'avoir trahi la cause et de rejoindre les Britanniques. Et donc les Britanniques vont envoyer un espion pour enquêter, réussir à récupérer le Lektor par le biais de cette Tatiana qui va donc l'aider. Et donc l'espion, c'est James Bond. Le truc, c'est qu'ils sont en fait tous manipulés par le Spectre qui veut récupérer le Lektor une fois que James Bond l'aura volé. Voilà, vous voyez, c'est plutôt pas évident à résumer. Je pense que vous n'avez strictement rien compris à ce que je viens de dire. Tout ce procédé scénaristique que j'ai beaucoup de mal à expliquer est finalement assez limpide dans le film et fonctionne très très bien, parce que déjà il est basé sur un principe de dramaturgie que j'aime beaucoup, qui est l'ironie dramatique. Alors qu'est-ce que l'ironie dramatique? C'est assez simple, c'est le fait de délivrer une information supplémentaire au spectateur que le personnage principal n'a pas. Donc là, l'information, c'est le fait que le Spectre manipule et est derrière tout ça. Donc James Bond, lui, il part en mission, il sait qu'il y a anguille sous roche, que l'espionne russe n'est pas forcément clean, mais il sait pas qu'il y a le Spectre derrière tout ça. Et le fait que nous, on le sache, écoutez, ça rend le tout assez ludique. On est assez concerné par l'histoire et on se met à imaginer ce qui va se passer, à appréhender comment le Spectre va réussir à voler le truc à James Bond. Enfin voilà, je trouve que ça nous fait qu'on est plus concerné par l'histoire que juste Dr No, où on suit James Bond dans son aventure de manière assez linéaire. Alors pour que tout ça arrive, il faut savoir qu'il y a quand même 17 minutes de film avant que James Bond apparaisse. Alors d'ailleurs, je vais parler de cette première séquence. Vous savez, dans les James Bond, il y a toujours une séquence d'ouverture avant le générique, et alors là, franchement, elle est horrible. Je déteste ça. Pour moi, c'est la pire des séquences potentiellement de tous les James Bond à venir. Vous me direz, mais je la trouve ridicule. Donc ça commence comme ça, il y a Sean Connery, il y a James Bond, Sean Connery, qui se balade dans une espèce de labyrinthe avec un flingue, on sent que c'est menaçant, et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive derrière lui et qui l'étrangle, et il meurt, et James Bond meurt, et là on se dit, mais putain, mais c'est pas possible, ils ont tué James Bond dès le début du film, comment c'est possible? Et en fait, on découvre qu'en fait, non, c'était un mec qui portait le masque de James Bond, et qui a été tué par un méchant, et en fait, on est dans le camp d'entraînement du Spectre. Et là, je trouve que c'est minable. Parce que, pour moi, il y a un truc que je déteste, c'est le fait qu'on prenne les gens pour des cons. Qu'on prenne le spectateur pour des cons. C'est-à-dire que pour moi, il ne doit pas y avoir un énorme écart entre l'effet de mise en scène voulu et la cohérence de ton histoire. C'est-à-dire que là, l'effet de mise en scène, c'est de vouloir nous faire croire que James Bond meurt dès le début et se dire « Ouais, mais putain, mais c'est quoi ce bordel ?» Le truc, c'est que c'est quoi ce truc qui veut rien dire? Pourquoi des mecs qui veulent s'entraîner à tuer James Bond déguiseraient un mec en James Bond dans leur camp d'entraînement? Ça n'a aucun sens. T'as pas besoin de mettre un masque de James Bond sur un mec pour te dire « Bon, vas-y, entraîne-toi à le tuer comme si c'était James Bond. » Donc tu vois, il y a une espèce de... C'est pas du tout crédible, je trouve que c'est pas crédible, c'est super tiré par les cheveux, et tout ça, c'est juste pour servir cet effet de mise en scène, de nous faire genre oh, « James Bond est mort !» Et ça, moi, vraiment, au cinéma, quand il y a cette manipulation d'audience que je trouve assez malhonnête, c'est assez malhonnête au final, et ça, je désapprouve, et donc je désapprouve totalement cette première séquence que je trouve vraiment ridicule, Après, il y a enfin le fameux générique. Alors pour le coup, là, on a un vrai générique avec des formes féminines, des corps féminins sur lesquels s'inscrivent les titres et les prénoms des gens qui ont travaillé sur le film. Donc là, on est vraiment dans les codes du James Bond. Le générique, c'est vraiment peut-être le premier vrai générique à la James Bond. On découvre le Spectre avec un espèce d'agent russe qui joue aux échecs. Alors ça, j'aime beaucoup parce que la séquence est... Bon, ça fonctionne, je la trouve bien et jolie, mais il y a un truc débile, c'est que le mec est en grosse partie d'échecs, il reçoit un message sous son verre, il lit le message qui lui dit genre « T'as rendez-vous avec Blofeld », grosso merdo, et le mec en 2 secondes il fait genre « Oh bon, je dois y aller, allez, échec et mat, c'est bon, je me casse ». Genre mec, t'attendais le message pour mettre échec et mat à ton adversaire ou...
Encore une fois, voilà, je comprends les faits, mais c'est un peu foireux aussi, je trouve. Donc on découvre Blofeld qui fait toute une allégorie sur le fait qu'il y a des poissons qui se battent, et en fait celui qui est intelligent, c'est celui qui laisse les deux se battre et qui va attaquer celui qui aura gagné le combat, blessé, enfin genre il y a 3 poissons. Le truc est mal foutu parce que c'est dans un aquarium, mais en fait tu vois très bien que les poissons sont séparés par une vitre, donc l'allégorie fonctionne pas terrible visuellement, mais bon, on la comprend, c'est le principal. Et enfin, on découvre James Bond, et là, grosse surprise, il y a Sylvia Trench qui est la meuf qui se tapait dans le premier. Donc c'est plutôt cool, parce que voilà, il y a une continuité, quoi. Et en plus, il parle de Dr. No, le fait qu'il était à la Jamaïque, enfin, on se dit, putain, les James Bond et Sean Connery ont en fait peut-être une histoire qui se suit, donc j'ai hâte de voir la suite, rien que pour ça. En tout cas, voilà, James Bond, comme d'hab, il est avec Sylvia Trench, il passe du bon temps, et il reçoit un ordre de mission, et donc il va voir M. Alors, bon, bah, c'est vraiment là, on est dans on va dire, dans le même début que dans Dr. No, au niveau les séquences se suivent, sont exactement les mêmes. Il va voir M, on lui donne, là il y a vraiment Q qui débarque et qui lui donne le vrai premier gadget de James Bond, la fameuse mallette, qui a plusieurs choses, qui a un couteau sur le côté, qui a une espèce de bombe qui se déclenche si tu l'ouvres pas d'une manière particulière, qui a de l'or planqué dedans, qui a un fusil sniper, enfin le vrai gadget à James Bond. Alors c'est cool parce que je me suis rendu compte en regardant ce film qu'en fait les gadgets de James Bond c'était un fusil de Chekhov. Alors, c'est encore une fois un truc de dramaturgie, le fusil de Chekhov, c'est un objet qui est mis au début du film et qui va forcément être utilisé par la suite. Donc s'il n'est pas utilisé, c'est presque une faute scénaristique. Et donc en fait, je me rends compte que tous les gadgets de James Bond sont des fusils de Chekhov parce que tu te dis toujours ça va forcément être utilisé par la suite. Excusez-moi, il y a un avion qui passe, j'espère que ce n'est pas trop perturbant pour le son. Donc James Bond part en mission, alors ce coup-ci il va pas à la Jamaïque, il va à Istanbul et on a le droit à la même séquence dans l'aéroport où des gens l'observent et il est espionné. Voilà, on est dans le James Bond, quoi, là, on fait la même chose. Il va au consulat plus ou moins britannique d'Istanbul, donc on est vraiment dans la suite directe de ce qui... Enfin, pas dans la suite, dans la reproduction du début de Dr. No, enfin, il suit les mêmes étapes plus ou moins de la même manière. Alors ça fait sourire parce que tu te dis que si c'est ça à chaque fois, t'as moyen de te faire chier un peu au début. Mais là c'est sympa, on rencontre un personnage qui est vraiment sympathique. Karim Bey, alors c'est un mec qui emploie que ses fils parce qu'il a confiance en personne d'autre. Donc déjà ça donne un peu le côté horrible d'être à Istanbul pendant la guerre froide parce que tu es vraiment à la frontière entre l'URSS et l'Europe. Tu es un peu le carrefour des deux, quoi. Donc tu peux te fier à personne. Alors c'est sympa, on voit les Russes qui suivent les Anglais qui suivent les Russes. Enfin, c'est vraiment un joyeux bordel. Ça fait penser au Cairn d'espion, quoi. Il y a vraiment ce côté-là où tout le monde s'espionne les uns les autres. Et en plus, tu as le Spectre qui espionne tout le monde par-dessus. Tu vois, il y a que des espions partout. Je dois avouer que toute cette première partie à Istanbul, c'est pas forcément ce que je préfère. Il y a tout un truc avec, alors les chambres d'hôtel. James Bond découvre que sa chambre d'hôtel est sur écoute. Il change de chambre d'hôtel pour la suite nuptiale. Mais en fait, c'est une manipulation du Spectre qui va essayer de le piéger plus tard. Il y a cette espèce de truc où ils vont dans un camp de gitans parce qu'en fait, les Russes utilisent des Bulgares pour se battre et les Anglais utilisent des gitans. Et donc, ils se retrouvent dans un camp de gitans. Il y a un combat de femmes gitanes pour choisir son mari. Finalement, le camp de gitans est attaqué par les Russes parce qu'en fait, c'est le Spectre qui manipule tout le monde et qui fait en sorte que les deux se fritent. Il y a Karim Bey qui se fait toucher au bras et qui se met du sang. On voit très bien que c'est lui qui se met du sang. Voilà, il y a le grand méchant dont je vais parler un peu plus tard qui protège James Bond, qui veut pas que James Bond se fasse tuer, parce que James Bond est quand même supposé voler le truc pour eux, donc si James Bond meurt, le Spectre foire sa mission. Voilà, donc il se passe plein de trucs comme ça. C'est pas hyper intéressant, ça pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu... on se demandait vers où ils allaient. Jusqu'à la rencontre de la James Bond girl du film, donc Tatiana. Alors on va tout de suite mettre le compteur à 4. Voilà, James Bond se fait une nouvelle conquête. Alors là c'est direct, il la croise, elle est toute nue dans son lit, il en profite immédiatement. Et alors là je vais parler un peu de ce personnage parce que pour moi c'est à la fois la meilleure idée et la moins bonne l'idée la moins bien exploitée du film. Donc c'est un peu une déception parce que l'idée de Tatiana est fondamentalement bonne, mais l'exécution laisse à désirer. Dans le fond je trouve que le personnage est vraiment intéressant. Donc c'est une agent russe qui fait croire aux Britanniques qu'elle ne veut plus être russe, quoi. Et donc elle fait croire à James Bond qu'elle va trahir son pays pour lui. Le truc c'est qu'elle, dans sa conviction intérieure, elle est toujours agent russe et c'est une manigance tout ça. Et en plus c'est une manigance, elle pense que c'est une manigance de l'URSS, pas du Spectre. Et le truc c'est qu'elle ne se remet jamais en question vis-à-vis de ça. Genre dès le début elle tombe plus ou moins amoureuse de James Bond tout de suite. Et donc après, elle a envie d'aller en Angleterre et il n'y a pas ce côté où tu sens qu'en fait elle reste une agent russe, quoi. Enfin, tu vois,
je trouve que son virement de bord est immédiat et en finale, elle fait vraiment l'agent russe qui veut travailler pour les Anglais, quoi. Tout le long, elle n'a pas le moment où en fait elle change de bord et elle redevient une agent russe qui avait un plan. Alors malgré le fait qu'il y avait une manigance du spectre et qu'en fait elle ne travaillait pas pour l'URSS, tout ça, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de mieux à faire avec ce personnage qui finalement est assez monolithique, quoi, qui est juste amoureux de James Bond tout de suite et qui va faire exactement tout ce que James Bond lui demande de faire sans problème, quoi. Alors qu'il y avait moyen que ce soit un poil plus complexe. C'est dommage. Là où le film devient vraiment intéressant, c'est une fois qu'ils ont volé ce fameux lector, donc c'est après s'être introduit au consulat de l'URSS à Istanbul, où l'affiche d'ailleurs est écrite uniquement en russe et en anglais. Donc tu es à Istanbul, mais tu n'écris pas les choses dans la langue locale. Bravo le chef d'écho. Donc après avoir simulé un espèce de tremblement de terre, James Bond arrive à voler ce fameux décodeur là, et il se barre dans un train, et c'est là où le film devient vraiment, je trouve, prend son envol, devient vraiment, vraiment bien. Parce que depuis le début du film, il y a un fameux blondinet, Grant, qui joue le méchant, qui fout la merde, qui protège James Bond pour éviter qu'il meure chez les gitans, voilà, donc c'est le méchant de l'épisode, on va dire. Et en fait, là, il va faire un truc assez intéressant, il va se faire passer une fois pour James Bond, et après il va se faire passer pour un agent avec lequel James Bond avait rendez-vous. Donc il va y avoir tout un espèce de jeu de faux semblants, de savoir qui est qui, est-ce que c'est vraiment un agent, James Bond va pas savoir, nous on sait, c'est ça qui est cool, encore une fois, on a une longueur d'avance sur lui, et tout le moment où James Bond va se rendre compte que finalement Grant, c'est pas un agent britannique, et ça fonctionne grave, et la confrontation est vraiment intéressante parce que c'est pas une confrontation physique de violence d'action, c'est vraiment un espèce de duel psychologique, presque une partie d'échecs sur réussir à faire tomber l'un dans le piège de l'autre et tout. Donc vraiment cette partie là dans le train est vraiment bonne. Parce que depuis le début, James Bond, dès qu'il croise quelqu'un, il a tout un dialogue avec des cigarettes en mode vous fumez, ouais, vous avez une allumette, non je préfère le briquet, enfin je sais plus c'est quoi la phrase. Et le truc c'est que Grant il a entendu cette phrase, donc il va réussir une fois à se faire passer pour James Bond, à emmener le mec dans les toilettes, à le tuer en à peu près 15 secondes, et à ressortir en tant il prend l'identité du mec qui vient de tuer, et donc après il rencontre James Bond, et ce qui est intéressant c'est que nous on n'entend pas ce qu'ils se disent au moment de cette fameuse séquence où ils sont supposés se donner sur leur espèce de nom de code là, enfin leur phrase code, et donc on sait pas si James Bond capte tout de suite que c'est Grant, que c'est pas un agent britannique ou pas. Et en fait, on se rend compte plus tard qu'il a dit la bonne phrase, Grant. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'en fait, il se fait piéger par du vin. Et oui, parce que Grant commande le mauvais vin avec la mauvaise viande parce que c'est un bourrin. C'est pas un gentleman britannique qui sait quoi manger et quoi boire avec quoi. Donc James Bond le grille. Et donc là, il y a toute cette espèce de tension sur le fait que, théoriquement, il doit buter James Bond. Le truc, c'est qu'il lui explique quand même son plan avant parce que voilà, la tentation est trop belle. Alors, d'habitude, ça va m'énerver, je pense, dans tous les James Bond, le moment où les méchants devraient tuer James Bond et le tuent pas. Sauf que là, James Bond a vite une bonne pirouette, il propose de la thune au mec. Et c'est vrai que c'est un bon argument face à un mercenaire de lui proposer plus de thune. Donc le mec a un petit doute, et il y a tout ce jeu avec la fameuse mallette. Nous, on sait depuis le début que cette mallette, il y a moyen qu'elle lui explose à la gueule s'il l'ouvre mal. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, la première mallette, le mec piège James Bond en lui disant « Non, toi tu l'ouvres ». Voilà, et donc James Bond, il se retrouve comme un con. Le truc, c'est qu'il y a deux mallettes, vu que le mec il a volé la mallette à l'autre agent britannique. Et ça, tu vois, ça c'est une surprise que je m'y attendais pas. Et donc tout de suite, on sait où ça va en venir, mais on se fait piéger la première fois parce qu'on se dit putain merde, il a pas réussi à... On sait que normalement sa technique pour s'échapper c'est de faire exploser la mallette dans la gueule, et là il n'y arrive pas. Et boum, il y a une deuxième mallette, et voilà, ça fonctionne grave, et donc le mec finalement se fait avoir, James Bond le tue. Et donc là il y a toute une partie d'évasion, donc là c'est la fin qui est en apothéose, feu d'artifice d'action, où il y a... une course-poursuite en bateau, il se fait poursuivre par un hélicoptère, James Bond, bref, il finit à Venise. Alors la fin est un peu ridicule parce qu'il y a l'agent du Spectre, qui est la meuf qui s'est fait passer pour une agent du KGB, c'est pas le KGB, enfin pour une agent de l'Union soviétique, qui essaye de menacer James Bond. Le truc c'est qu'il y a Tatiana, donc qui est là, qui finalement sauve James Bond, voilà, parce qu'elle est amoureuse de lui. Donc c'est là où ça revient sur le défaut que je donnais de Tatiana, qui pour moi est un personnage qui fonctionne que moyennement, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu assez de dilemme à l'intérieur de ce personnage pour que cette fin ait de l'impact, quoi. Bon bref, et James Bond finit par coucher avec elle à Venise, et tout se passe bien, et c'est la fin, et James Bond a encore une fois sauvé le monde. Donc voilà, au final, plein de bonnes choses dans le film. Il y a même des séquences qui m'ont vraiment surprise en termes de mise en scène, de réalisation et de montage. Il y a toute une séquence où il y a une triple transition, où on passe d'un interview que James Bond fait à Tatiana, dans un enregistreur, après on passe dans le bureau de M qui écoute l'enregistrement, à M qui envoie un message à James Bond qui réécoute le message. Enfin, ça fait un espèce de triangle assez fluide que j'avais pas l'habitude de voir, que je m'attendais pas à voir dans un film de cette époque-là. Voilà, au niveau des transitions de ces trois séquences, j'ai vraiment apprécié. C'est un détail, mais bon, pour le coup, quand tu as des séquences
comme ça qui ont une transition vraiment fluide, ben moi j'apprécie fortement. Il y a des trucs rigolos, on voit le camp d'entraînement du Spectre, donc une espèce de truc avec des gens qui tirent sur des vraies personnes avec des lance-flammes, enfin c'est totalement... Voilà, c'est daté maintenant, mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir un petit côté cool de voir ça, quoi. Il y a des phases bizarres, que le moment la meuf, quand elle recrute Grant, là, elle tourne autour de lui, elle lui fait un coup de poing dans le bide, et après elle fait genre, le mec a pas moufté, elle fait, ouais, c'est bon, on peut l'engager. Tu vois, genre, pourquoi? Un coup de poing suffit à te faire engager ici, c'est bien. Enfin, elle met un point américain, attention, pas n'importe quel coup de poing. Il y a ce personnage de Karim Bey qui est vraiment cool et en plus, je vais spoiler, mais bon, de toute façon j'ai spoilé tout le film, qui décède et c'est vrai que ça m'a fait de la peine parce que c'est un personnage que j'aimais bien. Voilà, son rapport, il est un peu macho, on le voit toujours avec des femmes, il engage ses fils, enfin, on sent le patriarche un peu hyper charismatique et je trouve que ça a de la gueule et quand il est mort, écoute, j'avais un peu le seum. Voilà, j'avais un peu le seum et j'avais vraiment envie que James Bond le venge. Voilà, donc j'étais content quand James Bond l'a vengé. Alors au niveau du compteur des conquêtes, évidemment je ne compte pas Sylvia Trench parce que elle a été ajoutée dans le premier épisode. Par contre j'aurais pu rajouter 2 et donc passer à 6 pour les 2 gitanes, parce que oui c'est assez ambigu, on ne sait pas vraiment si James Bond se tape les 2 gitanes, et en plus s'il se les tape, il se les tape potentiellement en même temps. Voilà, donc j'avoue que je le compte pas parce que c'est pas assez explicite, même si c'est un peu gros comme une maison, j'avoue qu'il me faut au moins un baiser ou quelque chose qui me fait clairement dire que James Bond se les tape, et là c'est pas vraiment le cas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de sous-entendu. Et c'est trop sous-entendu pour que je le valide. Mais dites-moi, vous, si vous avez vu le film, si vous pensez ou pas que James Bond se tape les 2 gitanes. Pour ce qui est de Sean Connery, écoutez, je trouve qu'il est toujours parfait, franchement. Il incarne James Bond, encore une fois, magnifiquement. Il est beau, il est charismatique, il peut être drôle sur certaines répliques. Non, franchement, voilà, c'est que du bon. Alors il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment ils changent d'identité quand ils sont dans le train, ils se font passer pour un couple, James Bond et Tatiana, et donc ils sont supposés s'appeler par leur prénom de fausse identité. Le truc c'est que James Bond l'appelle encore une fois devant tout le monde Tatiana tout le temps, donc t'as juste envie de lui dire mais mec, 2 secondes avant tu viens de dire faut qu'on s'appelle par nos faux noms, sois cohérent avec toi-même au moins James. Bon à part ça il fait du bon taf, hein. Voilà, il est quand même efficace. Alors il faut savoir que c'est un des James Bond préférés de pas mal de monde, c'est le James Bond préféré de Sean Connery, de Daniel Craig, et je crois de Broccoli le producteur, et c'est le dernier James Bond qu'aura vu Ian Fleming avant de décéder. Donc c'est quand même un bon James Bond à voir avant de mourir. Ça fera un bon titre ça. Donc je vais lui donner la note de 4 masques sur 5, voilà. C'est pour moi j'ai vraiment beaucoup aimé la deuxième partie. Plein de suspense, il y a plein de moments où je ne savais pas ce qui allait se passer, j'étais en tension. Et pour un film aussi vieux, avec plein de trucs qui ont été repris, parodiés, machin par la suite, je pensais pas réussir à me faire avoir à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte que surtout, je ne l'avais jamais vu. J'avais vu que cette première scène du début, et après, j'avais dû m'endormir à l'époque. Et cette première scène m'énerve par contre. Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette scène? Ça vous énerve pas, vous, ça? Moi, je trouve ça mais horrible quand ils nous font ça. Enfin, je sais pas si c'est moi quand... Mais vous trouvez ça cohérent ou pas? Dites-moi, parce que... Pour moi, c'est pas logique qu'un mec se déguise en James Bond pour s'entraîner à tuer James Bond. Je trouve ça totalement ridicule, quoi. T'as pas besoin de te déguiser en James Bond. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Alors je tiens à remercier Raph de la chaîne Raph Draw qui a fait un portrait de moi. Voilà, ça m'a cloué par terre quand je l'ai vu. Honnêtement, merci Raph, c'est super. Le lien est là-haut si vous voulez aller le voir. Ouais, écoutez, je pense que c'est mon premier fan art. Écoutez, merci Raph. C'est génial. Merci. Et dernière chose, dans ma vidéo précédente, je voulais mettre en place une espèce de wishlist sur Amazon. C'est un bordel sans nom. Donc ce que je vais faire, ça va être très simple. En fait, je vais donner une adresse qui sera le 6 rue André Gilles et vous adressez votre colis à la Conde d'Ota. Voilà, l'adresse est marquée là et dans la description. Et 6 rue André Gilles, 75 018 Paris, la Conde d'Ota. Et vous pouvez envoyer donc vos DVD, vos Blu-ray. Et ce que je fais, c'est que je vais tenir peut-être un Google Doc sur lesquels je noterai tout ce qu'on m'a envoyé et je ferai surtout une vidéo à chaque fois qu'on m'envoie un DVD pour critiquer le film qu'on m'a envoyé. Alors si j'en reçois trop d'un coup, les vidéos seront espacées, mais je pense que vous n'êtes pas non plus des millions, donc je ne devrais pas recevoir des milliards non plus. En tout cas voilà, je vais lancer ce nouveau programme à la rentrée. Écoutez, vous avez vu, j'ai pas pu faire beaucoup de critiques à chaud cet été parce que j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup au cinéma. Bon j'en profite pour regarder des James Bond. En tout cas, j'espère que cette rétro-critique vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine, bonne toile!